Bonjour, bonjour à tout le monde. Les gens sont en train d'arriver, de se connecter, donc on attend juste quelques minutes. Bonjour à tous et à toutes les personnes que je connais déjà et bienvenue à tout le monde que je ne connais pas. On va juste attendre un petit peu parce qu'on a plusieurs personnes enregistrées. On sait que souvent, ça arrive qu'après, à la dernière minute, il y a des désistements, mais on va quand même attendre encore une minute pour que les gens puissent arriver avec nous et après, on va commencer. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors voilà, justement pour commencer, je propose que tout le monde, je ne sais pas, Esther, can people switch on the microphone? Everybody, I think so, no? Yes, they can. Okay. I can also take this power away, so to say. OK, so, je propose très vite, pendant que les gens arrivent, que tout le monde ouvre son micro et dit bonjour à tous, dans sa propre langue. Buongiorno. Bonjour. Bonjour tout le monde. Buongiorno. Bonjour. Bonjour, bonjour. Super, bon, merci. Alors, on va commencer. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous. Je vais tout de suite partager mon écran pour que la première petite présentation de bienvenue et information sur le séminaire qu'on va suivre ensemble aujourd'hui. Voilà. Alors, parfait. Alors, bienvenue à tout le monde, encore une fois. Aujourd'hui, on va être ensemble pour parler de la coopération transfrontalière, mais d'abord, je voudrais juste vous donner quelques renseignements sur la Fédération Europarc, qui organise cet webinaire avec la Fédération française des parcs régionaux de France et Europarc section francophone. Alors, la Fédération Europarc, c'est la plus grande organisation d'air protégée d'Europe. On a environ 400 membres gestionnaires de milliers d'aires protégées dans 40 pays. Et on a aussi 8 sections nationales. On travaille sur la protection de la nature, mais aussi sur toutes les thématiques qui sont liées à la protection de la nature sur les territoires des aires protégées. Et donc, on travaille sur le tourisme durable, sur la santé, la jeunesse, la coopération transfrontalière, bien sûr, changement climatique, agriculture, pêche, lobby avec les institutions européennes, etc. Pour connaître un peu plus la Fédération Europarc, vous êtes tous les bienvenus à la conférence d'Europarc qu'il y aura la semaine prochaine. On espère vraiment de vous voir tous là-bas. Ce sera en ligne. Malheureusement, encore, on ne peut pas organiser les choses en présence. Et donc, il y a encore de la place et la possibilité de s'enregistrer. Et pour découvrir plus de l'organisation, vous pouvez vous connecter à nos social media, je ne sais pas comment on dirait en français, donc Facebook, Twitter, etc., etc. Vous pouvez choisir ce que vous préférez suivre. Et bien sûr, il y a aussi le site web d'Europarc avec toutes les informations sur notre travail et organisation. La journée d'aujourd'hui, bon, les 2 heures qu'on va passer ensemble,
On va commencer avec moi. Moi, je suis Stefania Petrosillo et je suis la chargée de mission, disons, relation avec les institutions européennes, donc la Policy Office à Bruxelles, mais je suis aussi la représentante, la personne chargée du programme transfrontalier. Et après moi, le bienvenu sera donné par Mathieu Croge, qui est le directeur des parcs Pyrénées-Ariégeoises, mais aussi le représentant du parc de la Fédération des parcs régionaux de France. Il va se présenter directement et expliquer qu'est-ce que fait la Fédération sur la coopération transfrontalière. Après, je vais reprendre la parole pour vous parler du programme de Europarc sur la coopération transfrontalière. Qu'est-ce que fait la Fédération pour donner du support aux parcs qui travaillent ensemble au-delà des barrières, des frontières. Ensuite, on va écouter deux études de cas. La première, on va voyager vers l'Italie et la Suisse sur les Alpes. Et après, à la frontière franco-belge avec l'expérience de Scarpesco. De suite, il y aura un moment de partage d'expérience des participants. Donc, on vous demande vraiment de ne pas être timide et d'être prêt à être généreux, parce que chacun de vous a sûrement des expériences et des choses à partager aux autres. Et je vous expliquerai après comment on va travailler ensemble pour le partage d'expériences. Et finalement, bien sûr, il y aura les derniers mots, les conclusions. Quelques petites règles sur les webinaires. Bien sûr, on est tous malheureusement habitués à avoir des meetings en ligne, mais vous sachez déjà que le webinaire est en cours d'enregistrement. On vous demande en tout cas de démarrer votre caméra vidéo parce que c'est toujours plus agréable de se voir plutôt qu'avoir la sensation de parler comme à la radio sans pouvoir voir les visages des autres participants. Utilisez pas le chat, mais la chat pour les questions. Même si après, comme je vous ai expliqué, on va travailler en groupe, donc il y aura la possibilité de parler pour partager les idées, mais si vous avez des questions urgentes, le chat est bien disponible pour vous. Et bien sûr, il faut aussi dire que toutes les présentations et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur le site d'Europarc, comme tous les webinaires que Europarc organise. Alors, de ma part, vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup d'être avec nous. Ici, vous avez l'adresse générale d'Europarc pour toutes les suggestions et les commentaires que vous voulez nous donner. Et je remercie encore une fois la Fédération française des parcs régionaux et Europarc francophonie. Et je passe tout de suite la parole à Mathieu. Merci. Bonjour, je vais partager également mon écran. Si je retrouve. C'est bon? Parfait. Ça marche? Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Et puis, je voulais également vous remercier d'avoir répondu à notre invitation conjointe de Europarc et de la Fédération des parcs naturels régionaux. Donc, je me présente, je suis effectivement Mathieu Cruège, je suis le directeur du parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises, donc au sud de la France, dans les Pyrénées. Et je suis également l'un des directeurs référents de notre réseau, là, animé par la Fédération des parcs naturels régionaux de France, pour les questions qui touchent à l'international et au transfrontalier. Donc, je suis directeur référent aux côtés de Isabelle Zarlenga, qui est la directrice du parc naturel régional Scarpesco, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ni même son équipe, car Daniel Mio, qui a été le président emblématique du parc Scarpesco, nous a quittés, et il se trouve qu'aujourd'hui est la journée de ses obsèques.
Alors, Daniel Mio, c'est quelqu'un d'important pour notre réseau. Il a été président du parc pendant 23 ans. Il a également été très actif au niveau de la fédération des parcs. Il était très présent. Moi-même, venant du sud de la France, lui du nord, nous avons eu beaucoup d'échanges. Et c'était quelqu'un qui était visionnaire, et c'était quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans les coopérations transfrontalières, dans son parc, bien sûr, hein, avec la concrétisation du parc transfrontalier du Hainaut. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais, au sein de notre réseau, c'était quelqu'un d'enthousiaste, c'était un humaniste. Et donc, si vous en êtes d'accord, moi, je vous proposerai que nous dédions cet échange et tous les éléments positifs qui vont en ressortir à sa mémoire, à la mémoire de Daniel Mio. Merci à vous. Alors pour vous situer le sujet du point de vue des parcs naturels régionaux français, donc nous sommes actuellement, depuis quelques jours, 58 parcs naturels régionaux répartis sur l'ensemble du territoire national. Et il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous sommes des parcs frontaliers et avec des visées transfrontalières. Il y a des parcs naturels régionaux frontaliers sur l'ensemble du pourtour du territoire national, avec des parcs qui sont des parcs de plaine, des parcs de forêt. Par parc de plaine, je pense au parc Scarpesco, forêt, le parc des Vosges du Nord. Il y a pas mal de parcs de montagne dans le Jura, dans les Alpes et également dans les Pyrénées. Et nous nous sommes constitués depuis quelque temps en groupe de travail spécifique pour pouvoir travailler ensemble et développer nos coopérations avec nos interlocuteurs au-delà de nos frontières. Développer nos coopérations, il y a déjà pas mal de choses qui se font avec des actions qui sont dans un certain nombre de parcs, des actions qu'on peut dire ponctuelles, mais qui participent en fait de la construction de mécaniques et de systèmes et de dynamiques plus forts, à des organisations plus lourdes. C'est en particulier toujours le parc de Scarpesco, je vous le disais, c'est un petit peu notre pilote qui s'est constitué en GECT, en groupement européen de coopération transfrontalière. Voilà, donc avec, en termes de réalisation, des démarches de concrétisation de réserves de biosphère transfrontalière, des projets, notamment chez nous, avec nos collègues d'Andorre et puis de Catalogne espagnole, des coopérations appuyées par Europarc dans le cadre de son label dont on va parler largement cet après-midi, Transboundary Park, excusez mon accent, et puis la participation à des programmes spécifiques. Bon, on ne va pas tous les citer, vous êtes tous à l'affût de ça, vous savez ça par cœur, mais pour bien vous situer le fait que nous sommes vraiment dans des logiques de coopération et des logiques d'ouverture avec les différents moyens et les différents dispositifs qui sont à notre disposition. Alors pour ce qui est du groupe de travail qui est animé par la fédération, c'est en fait un des volants de nos actions de coopération internationale, avec pas mal de parcs qui sont aujourd'hui actifs en coopération décentralisée, au-delà des frontières de l'Europe. Et puis, ce réseau de parcs transfrontaliers que nous avons souhaité réactiver sous l'autorité des différents élus qui président aux destinées des parcs et de leur fédération, avec là-dedans plusieurs objectifs. Un objectif je crois qu'il est commun à nous tous, de lobbying et pour développer l'écoute auprès des instances et des structures européennes, de valorisation de nos spécificités, de valorisation de nos savoir-faire, de valorisation de nos expériences, de nos compétences, de captation de crédit, il faut bien dire les choses, il y a aussi cet enjeu-là, coopérer, ça a un coût, et coopérer, ça demande des moyens que nos territoires n'ont pas forcément la capacité de réunir tout seuls. Donc nous avons besoin à la fois de dispositifs et nous avons également besoin d'alliances pour pouvoir établir des programmes et puis pouvoir profiter de toutes les possibilités qui sont devant nous. Voilà.
Donc, tout simplement, ça nous a amené il y a quelques mois. Hein. Je dis quelques mois parce que ça s'est fait vite et je pense que c'est vraiment bien parce qu'on s'est très, très vite trouvé avec Europarc à vous proposer cet après-midi d'échange pour d'abord, effectivement, hein, comme Stéphania vous l'a dit, apprendre de nous, apprendre des uns les autres, hein, à partir des expériences qui vont nous être présentées, mais également enclencher les échanges. Aujourd'hui, des échanges globaux, et puis nous l'espérons, des échanges très terrain, voilà, très pratico-pratique, voilà, il faut le tout, hein, pour pouvoir concrétiser les uns les autres ces dynamiques et profiter d'un mouvement collectif auquel je crois nous sommes tous attachés. Donc voilà, donc je ne veux pas en dire plus pour l'instant, hein, nous aurons l'occasion de discuter et encore une fois vous remercier de votre participation et remercier Europarc ainsi que l'équipe de la Fédération des parcs pour avoir organisé cet après-midi. Merci beaucoup, Mathieu. Tu peux maintenant, voilà, parfait, arrêter ton écran. Et je suis bien contente que cette occasion soit dédiée à cette personne que personnellement je ne connaissais pas, mais ça fait partie, bien évidemment, des personnes qui font la différence, qui ont fait la différence. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment une chose que tout le monde voudrait être, non? Des personnes qui laissent vraiment, qui font partie du changement. Donc, c'est un peu le désir de nous tous d'être comme ça. Maintenant, je vais parler, comme on disait, je vais reprendre le relais et je vais parler du programme de la coopération transfrontalière qui Europarc a mis sa place déjà il y a plusieurs années et du réseau des parcs transfrontaliers européens liés à ce programme. Alors, voilà ma présentation. Bien sûr, si vous avez des questions, des choses, vous pouvez si je ne suis pas claire, vous pouvez poser des questions directement sur le chat. Je vais faire de mon mieux pour rester dans les 10 minutes, mais je sais que c'est toujours difficile. C'est moi qui ai fait le programme, je me suis donné 10 minutes, je vais essayer de me respecter. Alors, le programme d'Europarc, bien sûr, se base sur pourquoi la coopération transfrontalière, mais ça, vous le savez très bien, c'est la nature n'a pas de frontières. Souvent, les gens, les communautés locales n'ont pas de frontières. On n'avait pas de frontières avant, donc souvent, il y a une histoire commune parmi les gens et aussi la possibilité d'avoir un avenir commun beaucoup plus intéressant à niveau économique et à niveau social. Donc, la coopération transfrontalière est faite de toute cette série d'aspects. Et le programme d'Europarc tient bien en considération tous les aspects. Donc, c'est un système d'assistance technique et de certification spécifique qui vise à promouvoir et à faciliter la coopération transfrontalière entre les espaces protégés européens. Et c'est un programme de support technique ouvert aux membres d'Europarc. Donc, les éléments clés du programme sont des critères, 14 critères qui sont un peu des lignes, des guides pour évaluer et pour savoir si on est en train de travailler dans la bonne direction et comment. Donc, il y a une liste de critères de qualité, comme par exemple la vision commune, avoir un plan de gestion en commun, etc. Et une liste de domaines de travail, parce que bien sûr, c'est basé sur la coopération pour la protection de la nature, mais on va aussi voir s'il y a des coopérations au niveau du tourisme, culturel, etc. Et tous ces critères ont des indicateurs. Qu'est-ce qu'il passe? Donc, les parcs travaillent dans le cadre de ces indications et après, il y a un moment de vérification. La vérification est faite par des experts du réseau
Et une chose vraiment cruciale de la certification, ce sont les recommandations. Donc, on n'est pas là pour évaluer d'une façon froide le programme, mais c'est vraiment pour collaborer avec le parc et travailler ensemble pour renforcer la coopération. Après, la vérification est faite par des vérificateurs sur place et après par un comité d'évaluation d'Europarc qui s'appelle STEC. Et après, il y a la vérification, la certification formelle, quand tout est bien passé. Donc, il y a la cérémonie pendant la conférence d'Europarc et alors on fait la fête pour la reconnaissance de ce travail que les parcs sont en train de faire ensemble. Et on fait chaque 5 ans le même processus de vérification et de nouvelles recommandations. Aujourd'hui, on a un réseau de parcs certifiés très, très actif. Vous voyez, on a 11 aires transfrontalières composées par 23 parcs dans 13 pays. Comme vous voyez dans l'image, ils sont plutôt à l'est et c'est très lié aussi à l'histoire, bien sûr, de la Greenbelt. Et vous savez peut-être toute l'histoire de ce côté de l'Europe, bien sûr, vous la savez, mais donc c'est pour ça que nous, on voudrait vraiment élargir le réseau et inviter des parcs plutôt francophones, ibériques, etc., à nous joindre, parce qu'on est sûr qu'on a beaucoup de choses à apprendre mutuellement. Ici, vous allez trouver toutes les informations sur les parcs qui font partie du réseau. Et les valeurs ajoutées, c'est de participer au réseau, c'est l'assistance mutuelle sur les problématiques et les projets transfrontaliers, donc pour renforcer réciproquement les capacités, l'échange d'expériences, on fait des visites d'études, etc. On organise ensemble des événements, des conférences, des ateliers. Il y a tout un travail de promotion des intérêts de la coopération transfrontalière à niveau national, européen et international. Mathieu a justement parlé des projets et des fonds, donc l'argent, c'est toujours un mot-clé, et donc on travaille ensemble pour ça aussi, et bien sûr en général pour améliorer la visibilité du programme et des aires protégées du réseau. Pour faire ça, on a une task force qui est très, très active. Il y a aussi quelqu'un de la task force ici aujourd'hui. Et une série de groupes de travail thématiques. Un groupe qui est déjà activé, c'est sur les projets en commun, donc chercher d'organiser des projets en commun. Et on a lancé deux groupes de travail, un sur la communication et l'autre sur la coopération transfrontalière pour les sites Nature 2000. Ils vont commencer bientôt leur travail. Et bien sûr, on travaille, tous travaillent beaucoup avec le directorat d'Europarc. Chaque année, le réseau organise des réunions thématiques, une réunion annuelle, d'habitude c'est en présence. Les dernières années, on les a fait online. Et comme vous voyez ici, c'est un peu les thèmes qui sont toujours importants pour la coopération transfrontalière. Et l'année passée, c'était la situation du Covid et la coopération. Et cette année, on a parlé beaucoup avec la Commission européenne et le Conseil, le Parlement européen et le Comité des régions sur le pacte vert et la coopération transfrontalière. Toutes les informations, vous les trouvez sur le site Europarc. Et on espère vraiment de vous voir l'année prochaine nous joindre à ces rencontres, aussi pour se connaître un peu mieux. Une autre chose que c'était très important pour le réseau, c'est aussi la base un peu idéale qu'il y a dans la coopération transfrontalière. Et alors, à l'occasion de la chute, de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin,
les parcs ont fait cette déclaration dans laquelle ils réaffirment leur engagement pour la protection de la nature, le dialogue entre les communautés et la paix. Donc, en effet, on considère ce programme vraiment le programme le plus européen en sens large, parce que ce n'est pas seulement les membres de l'Union européenne qui sont dans le réseau, bien sûr. Et cette déclaration a été aussi partagée avec des gens du Parlement européen. Finalement, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'Europarc. Le site est fait en anglais, mais Google Translator est magnifique. Donc, vous pouvez aller ici, choisir français et toutes les pages vont être traduites automatiquement, bien sûr. Ce n'est pas Victor Hugo au style, mais bon, ça suffit pour être compris. Ici, vous trouvez toutes les informations sur le programme, tandis que ici, vous allez trouver beaucoup d'études de cas, boîte à outils sur la coopération transfrontalière et des thématiques spécifiques, et tous les enregistrements des webinaires qu'on a fait sur la coopération transfrontalière dans le passé. Juste pour terminer, vous voyez les visages qui sourient, c'est vraiment la réalité. Le réseau est très dynamique et basé sur l'amitié, le dialogue, l'amusement. Si on s'amuse beaucoup, mais surtout on travaille beaucoup ensemble. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Je vous remercie tous et bien sûr, je suis à votre disposition pour toutes les informations si vous avez des questions ou envie de savoir un peu plus de ça. Alors, je fais une petite pause pour demander s'il y a des questions, si quelqu'un a besoin de savoir un peu plus sur ça, si j'étais assez claire. Voilà, Alain, je vois. Bonjour à tous. Alors, moi, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je coordonne le LIFE intégré marin qui travaille uniquement sur le milieu marin. Donc, ma question était sur justement l'application de votre démarche et de l'assistance d'Europarc sur le domaine marin également. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui travaillent sur l'espace marin, sur le transfrontalier? Je sais Magnifique. Il y a déjà quelques actions, notamment en mer d'Évaden, sur le milieu marin. Nous-mêmes commençons à travailler avec l'Espagne sur le site de la baie de Chimundi, mais on a quelques difficultés. C'est intéressant pour nous de savoir qu'on peut compter peut-être sur vous sur cet espace marin. Absolument. Je suis ravie de cette question parce que c'est vraiment dans notre programme d'élargir aussi tout le support aux aires marines transfrontalières. Et donc, je serais ravie après cette réunion de parler un peu plus avec vous de ça parce qu'on n'a pas encore des membres qui sont engagés, mais on a vraiment envie de commencer à travailler beaucoup sur cela. Donc, on se parle après avec beaucoup de plaisir. Je prends juste une autre question et après, si vous avez d'autres, vous mettez dans la chat et je vous répondrai après. Je vois dans mon écran M. Amahowe Isidore. Oui, bonjour, moi c'est Amahowe Isidore, j'interviens depuis le Burkina Faso. Je suis chargé de projet à l'UICN, un projet de renforcement donc de la gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Je suis également membre donc de groupe de spécialistes de Transboundary Conservation au niveau de l'UICN. Donc, quand j'ai vu le lien, ça m'a intéressé. Ce que nous faisons au niveau de la région, en tout cas particulièrement moi, dans le cadre de mes activités, nous renforçons la capacité donc des acteurs qui travaillent au niveau des espaces transfrontaliers tels que le Douvé Ali Pendjari. Et le Douvé Ali Pendjari, ça c'est autour du Bénin, du Burkina et du Niger. C'est l'espace transfrontalier donc le plus significatif en termes de conservation de la biodiversité.
Mais ce que nous faisons, nous encourageons les gens à travailler ensemble, à collaborer et puis à partager donc les défis et le dialoguer pour pouvoir lutter contre les menaces, parce qu'il y a beaucoup de menaces sur la biodiversité. Il y a également la menace sécuritaire. Et puis donc, il y a également un autre espace transfrontalier qu'on appelle Pomoko qui réunit la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. Et nous avons donc les mêmes défis. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir de m'inspirer un peu de votre expérience d'Europarc par rapport à la coopération transfrontalière et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut, on peut essayer un griffe copier et puis adapter ici dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs qui sont en place que nous sommes en train d'accompagner ici. C'est pour cela que ça m'a intéressé donc de participer. Et la question, c'est aussi de voir est-ce que vous avez donc des formes de coopération avec les espaces transfrontaliers et les expériences de gestion transfrontalière des aires protégées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Parfait, merci beaucoup et bienvenue aussi. Merci de participer si loin. Alors, Europarc est plutôt jusqu'aujourd'hui focalisé sur l'Europe, mais rien n'empêche d'imaginer dans le futur des collaborations plus élargies. Moi, j'en serais ravie. Et donc, moi aussi, je fais partie et je représente le réseau dans le groupe des coopérations transfrontalières de la UCN, donc on est aussi dans le même groupe. Et ce serait vraiment très intéressant de partager après nos expériences et voir si jamais il y a quelques possibilités de collaborer dans le futur. Ce serait vraiment un plaisir. Merci. Okay, merci beaucoup. OK, merci. Alors, je répète, je prendrai d'autres questions juste si possible après. Je dois enlever un peu ici. Voilà. Parce que maintenant, je vais vous expliquer comment on va travailler après. Donc, on va écouter les deux études de cas. Et on va vous demander de faire surtout attention à 3 aspects. Bien sûr que tout ce qu'ils vont raconter sera très intéressant, mais on vous propose vraiment de mettre votre attention sur 3 questions. La première, si l'écran, c'est toujours... Alors, attendez, je dois reprendre le partage, sinon ça ne marche pas. Je vois qu'il y a une question, Esther, peut-être, maybe you can help us in the chat to see if it's urgent. Yes, sorry. Shall I send a link or what would you like? Okay, I will take it later just to... Okay, no way. So, okay. Why? Okay. Sorry, there is always this moment of break. Breathe in, breathing out, wait. Move a little bit while, pendant que je trouve la façon de partager mon écran. Voilà, je pense que ça va maintenant. Vous le voyez, l'écran? OK, parfait. Alors, la première question à laquelle vous allez répondre après, c'est: vous allez écouter les 2 histoires. Dans les expériences que vous avez entendues après, quels sont les défis auxquels les parcs ont dû faire face et comment les ont-ils résolus? Donc, la première question, c'est à propos des défis et des solutions que les 2 histoires vont nous raconter.
Et alors, à cette question va répondre le groupe vert, le groupe numéro 1, et vous allez découvrir après dans quel groupe vous allez vous retrouver. Mais donc, gardez cette question en tête. La deuxième question, en principe, ça devrait sortir. Voilà. La deuxième question, c'est dans l'histoire les deux histoires que les orateurs que vous ont racontées, quel moment magique ont, selon vous, conduit à un changement positif, substantiel de la situation? Ça veut dire qu'on va chercher dans les histoires le déclic, le moment qui a vraiment tout changé. Et finalement, le troisième, donc ça sera le groupe jaune, numéro 2, qui va discuter de ça. Et le troisième groupe va discuter un peu plus sur le rôle qu'Europark a joué dans cette histoire, ou qu'aurait pu jouer, ou qu'on imagine qu'on pourra jouer dans le futur. Alors, gardez cette question en tête, donc défis et solutions, les moments de clic et le rôle d'Europark. Et maintenant, j'arrête de partager l'écran. Voilà. Et je passe la parole aux premières études de cas. Andreas et Daniele. Bonjour à tous. Nous sommes les deux. Bonjour. Alors, nous sommes ici au bureau à Varzo di Daniele Piazzo dell'area protetta dell'Ossola. Pardon, vous ne comprenez rien? Ok, ça va. Hein? C'est ouvert, ouais. Vous ne me comprenez pas ou ça va? Si, c'est très bien. C'est parfait, c'est parfait. Je peux continuer. Alors, je suis Andreas et Daniele, mon collègue, est jusqu'à côté de moi. Et nous allons présenter un peu notre travail transfrontalier. Nous sommes deux parcs naturels en Italie et en Suisse. Où nous sommes situés, alors c'est là, jusque où le canton du Valais de la Suisse touche le Piémont. Ou dans l'arc alpin, où aussi tout le Montique, qui sont donc au cœur des Alpes, qui se trouvent dans les Alpes. Nous sommes quelque part, oui, presque au milieu, mais pas tout à fait. Un peu plus de précision. Alors, il y a là la source du Rhône qui va jusqu'à Marseille, lac de Genève, et puis nous sommes là, si on regarde du site, c'est là ce doigt du Piémont qui va vers la Suisse. Nous avons une frontière commune de 24 km. Voilà le parc suisse, Landschaftspark Pinntal, qui veut dire parc paysager, mais nous avons décidé d'utiliser le terme international, parc naturel de la vallée du Pin et le parc naturale Alpe Veglia, Alpe d'Evero au sud. Mais ce sont des hautes montagnes. Le col le plus bas se trouve ici et à 2400 mètres. Quelques chiffres, alors j'ai fait un grand catalogue, je vous laisse cela après de regarder si vous êtes intéressé. Je vais prendre que quelques points. Alors, le parc naturel Alpe Veglia va de 1600 mètres à 3500 mètres d'altitude. C'est le Monte Leone, qui est la pointe plus haute des Alpes lépontines.
Et notre parc, nous sommes un peu plus bas. Nous commençons à 800 mètres jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Les habitants, c'est assez intéressant. Il y a 30 à Parc Naturel Alpe-Velia, Alpe-d'Huez et 1300 dans notre. Les municipalités sont un peu la même chose. Le parc Alpe-Velia était le premier parc au Piémont. Alors, il a maintenant 43 ans. Nous sommes très, très jeunes, de la partie suisse, 10 ans. Mais c'était après une procédure de 6-7 ans de création d'un parc naturel. La base de la législation, la base est la région du Piémont pour nos collègues italiens et en Suisse, c'est la Confédération. Nous avons une loi fédérale pour les parcs naturels. C'est assez particulier en Europe. Le staff, le personnel du parc italien, ils font part de la région du Piémont et nous sommes employés ou mandataires d'une association privée dominée par les municipalités. Et les chiffres, je pense, le personnel permanent chez vous, Daniele? Nous sommes 15 personnes. 15 personnes. En Italie, nous sommes 6. Et puis, les 6, ce n'est pas à plein temps. Si on regarde ça, c'est un peu plus que 50%. Mais nous avons un réseau des mandataires. Et le budget? C'est de 3 millions, un budget annuel de 3 millions. Et le nôtre, 1,2. Une autre chose que je trouve importante, c'est que les objectifs, ou d'abord une autre chose, dans la législation du Piémont, il n'y a pas des habitations permanentes dans un parc naturel. Alors, ce sont des habitations temporaires, plutôt des alpages, quelques cabanes ou auberges de montagne. Et chez nous, c'est tout différent. Le territoire entier d'une commune doit faire partir d'un parc. Alors, nous avons des habitations permanentes, des villages. Il y a des parcs naturels en Suisse qui ont des villes dans leur périmètre. En Italie, c'est tout à fait différent. Et comme j'ai souligné, le financement, la base juridique, alors c'est aussi le financement, il vient pour le parc italien de la région. Et en Suisse, c'est la Confédération, le canton et le dernier tiers, sont les autres, les communes, des privés, et nous n'avons pas des grandes industries, nous n'avons pas du tout des industries dans notre parc. Le personnel, là, nous avons déjà constaté, alors, pour la surveillance, il y a entre 3 et 6 park rangers à Velia-d'Huez, et nous avons une seule personne à temps partiel et qu'en été, parce qu'en hiver, les deux parcs ont peu d'activités, la grande exception fait les week-ends Alpe-d'Huez. Maintenant, nous avons 17 ans que nous avons coopéré, que nous avons commencé à coopérer. Et d'abord, nous avons fait quelques activités, actions en commun. Pour nous, c'était très important de travailler ensemble, de prendre la température, de voir si les autres sont fiables. Et après cela, de formaliser notre coopération. Nous avons, la première étape pour nous était en 2013, l'affirmation d'un accord commun. Nous avons aussi évalué là ce fameux GECT, mais comme les Suisses ne sont pas européens, alors nous n'avons pas pu faire un tel contrat entre la Suisse et l'Italie et des parcs naturels. Et nous avons trouvé un document au Conseil Europe qui va un peu dans la même direction, mais pas aussi réglé comme ça. Et pour nous, la deuxième chose qui était très, très importante, c'est pour renforcer
notre coopération était cette procédure de certification par Europarc. Parce que cela nous a obligés, par exemple, de formuler pour la première fois une vision commune. Nous n'avons pas eu ça. Bon, c'était un peu vague. Et c'était un peu... bon. Et ce sont pour nous les deux étapes plus importantes de notre coopération. Ici, la signature, et là au milieu, c'était la présidente de l'époque de Parc naturel de la vallée du Bin. Entre-temps, elle est devenue ministère de la Défense de la Suisse, de la Confédération suisse. Et notre directrice, entre-temps, est devenue la directrice du réseau de tous les parcs suisses. Alors, notre petit parc est un tremplin pour lancer une carrière. Et là, vous avez déjà vu, alors c'était le grand choix quand nous avons reçu ce certificat d'Europarc à Jurmala, à Latvia, il y a 2-3 ans. Pourquoi nous avons voulu être certifiés par Europarc? Pour renforcer notre coopération, obtenir une reconnaissance internationale pour notre travail transfrontalier, améliorer nos performances, accroître notre visibilité au niveau européen. C'est très important pour un parc qui se trouve dehors l'Union européenne. Partager des expériences avec d'autres parcs transfrontaliers et apprenez des bonnes pratiques au sein du TransparkNet. C'est le réseau des parcs transfrontaliers. Et c'est pourquoi nous avons décidé de devenir membre de ce réseau. Quelques petites fugues dans notre parc transfrontalier, des images. Alors, nous parlons beaucoup de la géologie chez nous, parce que nous sommes le point plus important en ce qui concerne les minéraux dans tout l'arc alpin. Jusqu'à présent, on a trouvé 330 différents types de minéraux. Et puis, 60 étaient la première fois trouvés dans notre région et 24 jusqu'à présent, nulle part d'ailleurs. C'est pourquoi c'est ce que nous partageons, Alpe d'Evero et la vallée du Bin. Naturellement, si on a beaucoup de roches différentes aussi, la flora est très, très variée. Et puis, les animaux, l'animal emblématique de la montagne. C'est comme ça, comme se le présente au début du mois de juillet chez nous. C'est un de ces cols qui va de la Suisse vers l'Italie ou le contraire. Était plutôt fréquenté à l'époque par des contrebandiers et maintenant par des randonneurs. Monteleone, vue de l'Alpe Velia, c'est la pointe plus haute des Alpes lépontines. Et comme ça se présente la vallée des Bin, alors moi j'ai eu la chance de traverser à pied plus ou moins tout l'arc alpin. Pour moi, la vallée des Bin, alors un endroit où aussi les habitations sont très, très archaïques, pour ainsi dire, ou très, très, ou pas polluées comme dans les autres endroits. C'était pour nous, de notre côté, c'est un monde qui est cultivé. On voit les traces des paysans, du travail, mais il y a aussi la haute montagne. Nous sommes ici sur le col d'Albruno, en italien Arbula, qui était déjà fréquenté il y a 3000 ans. À vue de ce col vers côté italien, il côté lago di Devero. Et Carampiolo, all'Alpe d'Evero en hiver. Alpe Velia, en hiver, n'est pas accessible. Et puis, comme j'ai déjà souligné, alors il y a plutôt les alpages comme activité principale économique à l'époque. Aujourd'hui, il y a un peu de tourisme, et c'est plutôt un tourisme douce des randonneurs.
et la production de fromage qui est très, très important. L'Alpe d'Evero, avec la vallée di Formazzo, on produit le fromage d'alpage plus cherché de toute l'Italie et il porte un nom valser, Patel-Montrase. Échanges transfrontaliers, ce sont plutôt les animaux qui se pratiquent depuis des siècles ou après la fonte des glaciers. Alors, là sont quelques chiffres sur les animaux, je parlais des emblématiques. Nous pouvons constater qu'il y a une forte population des bouquetins au parc Velia d'Evero, mais tous sont arrivés de la vallée du Bin. Alors là, il y a eu une population où ce que nous connaissons des cerfs, nous avons constaté que quand il y a la chasse dans notre parc, la chasse est autorisée, le parc Alpe Velia d'Evero pas. Alors, le mois de mai, ils traversent le col de 2400 mètres, les cerfs, et vont en Italie et ils retournent en novembre après que la chasse est fermée chez nous. Andreas, s'il te plaît, oui, vas-y vers conclusion, même si c'est magnifique, on aimerait bien. Alors, je vais le faire en toute vitesse. Pour nous, l'institutionnel est assez important. Les rencontres annuelles pour tous, les représentants des communes, des gens qui sont actifs dans le groupe de travail. Nous avons le groupe de concertation qui est important chaque tous les 3-4 mois qu'on se voit avec les directeurs pour planifier la réalisation des manifestations. Et il y a aussi la formalisation de notre coopération, j'ai déjà parlé de ça. Nous avons des activités en commune que nous faisons maintenant depuis des années. Alors, une fois par l'année, nous traversons notre col, qui est le lien historique. Nous n'avons pas route directe ou pas chemin de fer direct. Et dans le groupe mixte italien-suisse, et nous parlons allemand et italien dans ces groupes. Ou des parcs in città, alors nous allons dans des villes autour de parcs pour nous présenter ensemble, soit une année en Suisse, l'autre année en Italie. Pour la communication, alors ça a paru cette année une carte de randonnée du parc transfrontalier et pour la première fois, nous utilisons aussi cette marque, ce label Transfrontalier Parks. Une autre chose qui est pour nous intéressant, ce sont les projets Interreg. Et là, nous voulons obtenir des résultats concrets à ce moment. C'est le 4e projet, s'appelle Mineral. Là, ce sont les minéraux, mais aussi les minières. Alors, nous sommes en train de produire des vidéoclips sur les activités minières historiques. Nous sommes en train de faire une exposition des photos, et des microminéraux, formation des guides, et la rénovation d'une mine pour la rendre accessible. Selon le calcul, j'ai encore 1 minute. Alors, sont ces minéraux très, très petits, micro-minéral, 7 mm en réalité, et celle-ci 5 mm. Et alors, nos défis, nous avons un grand problème. D'un côté, on parle quelque chose comme allemand, puis à l'autre côté de la montagne italien. Alors, nous avons le problème des barrières et nous ne voulons pas tout le temps faire avec Google Translator. Alors, nous avons décidé de parler italien, quelque chose comme italien ensemble. Encourager le personnel à aller travailler pour une certaine période dans un autre parc. Créer d'opportunités de rencontres pour de nouveaux possibles et assurer la continuité et lancer des nouveaux événements. Et nous avons aussi des rêves, mais je ne veux pas d'en parler autrement, détruire les rêves si on parle trop de ça.
Merci. Ah, j'oubliais une chose. Alors, l'année prochaine, nous espérons, c'est le 3e essai, d'organiser le Transpartner Meeting. Et chez nous, les 2 dernières années, ce n'était pas possible à cause du Covid. Alors, bienvenue entre le 29 juin et le 1er juillet dans notre parc. Nous allons visiter Pintal, Vela et Devereux. Alors, à bientôt. Super, merci beaucoup, Andreas et Daniele. Et je donne tout de suite la parole à Élise. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va essayer de vous répondre rapidement. Et après, on en parlera plus tard. Élise. Bonjour à tous. Bienvenue en Scarpesco. Je vais vous présenter cette 2e étude de cas sur un territoire de plaine autour des plaines de la Scarpe et de l'Escaut. Donc la Scarpe, c'est un affluent de l'Escaut et l'Escaut, c'est un fleuve international qu'on repère ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, mais qui part de France, qui va traverser la Belgique jusqu'aux Pays-Bas. Sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents échelons géographiques à lesquels on peut se situer. On repère ici en vert nos 2 parcs naturels, donc le long de la frontière franco-belge. On a l'habitude de dire qu'on se trouve dans un triangle entre Lille, Douai et Mons. On peut dire aussi parfois qu'on se situe entre Londres, Paris et Bruxelles. Et en tout cas, on est dans un espace de plaine, voilà, on est à une altitude de 15 mètres au niveau de notre parc naturel, avec quasiment aucun relief, avec un territoire d'eau dans ce district hydrographique le long de l'Escaut. Ici, on voit la frontière, et ce qui est intéressant de garder en mémoire, c'est que cette frontière, au fil des siècles, elle a largement évolué, notamment parce qu'avec cette configuration de plaine, au fur et à mesure des empires, des royaumes, voilà, il y a eu des conquêtes. Et donc, la frontière, aujourd'hui, on la retrouve entre nos 2 parcs naturels, mais elle a largement évolué sur notre territoire. Alors ici, c'est pour mettre en avant le territoire, on va dire un peu originel, avec un territoire d'eau, de méandres, avec des étangs, des marais, des tourbières, des forêts, des prairies. Et c'est rapidement un territoire sur lequel des activités humaines se sont développées. Elles sont assez nombreuses et diversifiées, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des ressources piscicoles, le défrichement, l'exploitation de la tourbe. Et donc, dès le Moyen-Âge, on voit qu'on est sur un territoire où l'homme est très présent et où l'homme va impacter fortement le paysage et l'ensemble du patrimoine naturel, des milieux naturels qu'on retrouve sur ce territoire de plaine. Donc voilà, une présence de l'homme et qu'on retrouve encore, bien sûr, aujourd'hui, qui caractérise notre territoire. De façon plus récente, on a aussi... j'ai choisi de mettre en avant aussi un 2e élément fort qui marque notre territoire, c'est l'histoire minière avec l'exploitation du charbon. Donc voilà, on a eu une vague d'industrialisation qui a complètement impacté nos paysages et qui aujourd'hui l'impacte aussi, et de façon aussi positive, puisque on est dans un processus où on retrouve des espaces de nature sur notre territoire, sur ces espaces industriels, et on a même des nouveaux milieux naturels qui se créent suite à des affaissements miniers, en fait, à l'issue des fermetures des mines de charbon.
Donc voilà, donc il y a aussi ce passé industriel qui, on va dire, qui marque le type de patrimoine naturel qu'on va retrouver en Scarpesco. Donc ici, voilà, on est 2 parcs naturels, mais dans un continuum paysager écologique qui est vraiment uniforme, qui est partagé, qui est commun. On a les mêmes enjeux de part et d'autre, s'agissant de notamment la gestion de l'eau, la gestion des corridors écologiques, de la biodiversité en général. Ce territoire aujourd'hui, c'est 350 km² et c'est 300 000 habitants. Donc, on arrive à une moyenne de 450 habitants au kilomètre carré. A priori, si je ne me trompe pas, on est le parc naturel le plus peuplé, le plus densément peuplé en France. Et voilà, donc on revient toujours sur cette place des habitants et des activités qui caractérisent le patrimoine et qui va orienter les actions qui sont mises en œuvre, y compris dans sa dimension transfrontalière. Donc voilà, on a l'habitude de dire on a un même bassin, finalement un même bassin hydrographique, on a une trame écologique commune, on a un même bassin de vie, mais on a 2 états différents. Et même si on parle la même langue, finalement, on a quand même cette frontière administrative qui facilite pas la gestion du patrimoine naturel ou le développement des actions au quotidien. Alors, pour illustrer un petit peu, ici, voilà, on a ces territoires miniers qui sont classés depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel évolutif. On a des forêts, notamment des forêts domaniales, donc avec des gestionnaires d'État qui sont de part et d'autre de la frontière, dans lesquelles on retrouve de nombreuses activités justement avec ce recherche de loisirs en plein air pour les habitants. On a des grands espaces de marais, ici notamment qui sont issus des affaissements miniers. On a des canaux, des maillages de réseaux hydrographiques, de fossés, et qui aussi sont support à des nombreux chemins de randonnée le long des canaux. Alors, sur l'histoire de la coopération transfrontalière, finalement, le premier acte, on va dire, qu'on peut retenir de ce rapprochement transfrontalier, il date de 1983 et c'est un protocole qui a été signé entre les 2 régions. Ça veut dire que les 2 parcs naturels, le parc d'ailleurs naturel côté wallon n'existait pas encore, mais il y avait déjà cette identification qu'il y avait un patrimoine naturel à gérer en commun. Et le premier signal, on va dire, qui a marqué la coopération transfrontalière, c'est ce protocole d'accord en 1983. Le deuxième moment fort que nous, on retient, c'est en 1991, c'était donc les premières programmations Interreg et des premières actions donc, financées par Interreg autour de challenges cyclotouristes en transfrontalier. Donc avec des calendriers annuels sur des sorties pour découvrir le patrimoine et le territoire, que ce soit à pied, en vélo, mais aussi avec des challenges équestres. Et donc, c'était vraiment une action avec les habitants, avec tous les clubs sportifs du territoire, à la découverte du patrimoine naturel. Et c'est vraiment finalement cette action qui marque et qu'on aime bien retenir sur ces challenges cyclotouristes transfrontaliers. Une autre étape importante, c'est ici en 2006, quand on a élaboré un diagnostic de territoire transfrontalier et finalement on a pris le temps d'avoir une réflexion commune sur les enjeux qu'on partageait et sur les ambitions communes qu'on souhaitait retenir en transfrontalier. Et donc, ce diagnostic en 2006 a mené à toute une série d'assemblées d'élus, de rendez-vous transfrontaliers d'élus, de petits déjeuners, de cafés-débats, et qui a créé vraiment une dynamique, notamment ici avec l'implication de Daniel Millot,
et donc qui a amené à une charte de parc naturel à dimension transfrontalière qui est déclinée, on va dire, de façon un peu symétrique dans le plan de gestion côté belge. Donc on a 2 documents de gestion de nos parcs naturels, mais avec on va dire, un chapeau ou une ambition transfrontalière qui a été rédigée dans un processus en commun. Et la 3e étape qu'on retient et qui nous amène aujourd'hui à cette présentation, c'est la création en 2021 ou la concrétisation, puisque c'est une réflexion de plusieurs années qui se concrétise en 2021 avec la création de ce groupement quand on a un regard un peu rétrospectif sur notre coopération transfrontalière, on constate qu'on fait beaucoup d'actions concrètes de terrain en transfrontalier, que ce soit de la formation avec les gestionnaires de milieux naturels, que ce soit du suivi scientifique de biodiversité, de l'assistance avec les gestionnaires du territoire pour des travaux de restauration. Ici, on a des suivis des niveaux d'eau qui permettent aussi d'avoir un suivi scientifique pour alimenter notre réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est voilà, toute une série d'actions, on va dire, relativement diversifiées, relativement nombreuses, mais pas forcément pérennes dans le temps. C'est un peu le constat qu'on fait. On a aussi toute une série d'actions en parallèle qui sont liées à la perception du patrimoine naturel par les habitants, et donc qui renvoient à des réalisations autour de la culture, de l'événementiel, la pédagogie, la randonnée, pour justement avoir une approche où le patrimoine naturel et les habitants du territoire sont dans une stratégie commune. Et donc ici, on a aussi tout le volet un peu développement lié à ce patrimoine naturel, avec toute une série d'actions sur l'élevage, le maintien de l'élevage en zone humide, sur le maintien du patrimoine fruitier, notamment avec les vergers de pommiers qui sont nombreux sur notre territoire, les activités un peu touristiques autour de l'itinérance et la randonnée, les produits locaux, les filières locales liées au milieu naturel. Donc, on a toutes ces actions, tous ces petits pas, on va dire, qui mis bout à bout, constituent une expérience qui est relativement intéressante. Tout ça se fait au sein de réseaux, notamment avec les 2 fédérations, la fédération côté France et côté Wallonie, dans les réseaux de Europarc, avec une candidature qui a duré 5 ans, enfin une certification qui a duré 5 ans avec Transboundary Parks, et qui 2018 est voilà, dans une phase où justement on est en phase de se reprojeter dans cette certification. Et puis on a aussi ces labels internationaux qui sont importants dans notre coopération transfrontalière, puisque c'est une forme de marquage du territoire, une forme d'exigence qui nous rappelle l'enjeu de la gestion, alors notamment Ramsar, de la gestion des zones humides en transfrontalier, et voilà, qui sont sans doute, qui font partie des éléments qui orientent et qui stimulent la coopération transfrontalière. Alors j'arrive sur les diapos sur pourquoi le GECT aujourd'hui, donc qui a été créé en 2021, pourquoi il a été créé, et suite à quel constat. Le premier constat, c'est que à l'échelle des 350 km², il y a les 2 parcs naturels, mais il y a aussi 180 villages et communes, 5 intercommunalités, un département, une province, 2 régions, des gestionnaires de cours d'eau, des gestionnaires de forêts domaniales, des gestionnaires et usagers privés. Et donc, on a finalement
un fonctionnement de toutes ces institutions qui, chacun à sa manière, peut intégrer la coopération transfrontalière, mais en tout cas de façon isolée, tout comme nous, à l'échelle des 2 parcs naturels, on fait notre coopération entre les 2 parcs naturels. Donc voilà, ce fonctionnement des institutions qui finalement reste un frein pour la finalité de la gestion du patrimoine naturel transfrontalier. L'absence de vision partagée et de gouvernance territoriale à l'échelle de notre bassin de vie. Donc voilà, là encore, chacun a ses objectifs de coopération transfrontalière, sans qu'à l'échelle du territoire, on trouve un espace et une feuille de route partagée entre tous ces gestionnaires et toutes ces structures compétentes. Le constat aussi d'avoir une coopération qui est trop dépendante des cycles, notamment de Interreg, et le fait, par exemple, d'avoir été certifié Transboundary Parks, d'avoir fait la démarche, s'être engagé pour une durée de 5 ans, et puis finalement, en 2018, d'être dans un creux de la vague d'un point de vue financement, de ne plus avoir de moyens d'animation, de ne plus avoir de mobilisation nécessaire. Voilà, ça c'est vraiment cette impression que on construit, on s'engage, et puis il y a une phase de creux, et puis derrière, il faut tout recommencer. Donc c'est ces cycles qui sont vraiment un frein pour une vraie dynamique de coopération sur du long terme. Et puis les réglementations aussi. Chez nous, il y a des réglementations, des directives cadres qui sont européennes, que ce soit la directive cadre sur l'eau, la directive oiseaux, la directive habitat et toute la politique Natura 2000, et qui en fait sont déclinées différemment entre la région wallonne et la France, et donc qui nous amènent à, sur le terrain, être pas sur le même niveau, pas sur les mêmes modalités de mise en œuvre, pas avec les mêmes indicateurs de suivi, pas avec les mêmes ambitions. Et donc ça, voilà, au quotidien, c'est un frein pour on va dire, l'efficacité de nos mesures de gestion. Et alors, avec la création du GECT, eh bien, l'enjeu, c'est finalement de dépasser peut-être cette somme de petits pas. Donc, toutes ces actions qui, mis bout à bout, constituent une belle expérience avec des résultats concrets et sans doute des résultats visibles aussi pour les habitants. C'est vraiment la finalité. Mais qui peut-être peut être facilement mise en difficulté sur une démarche de long terme. Et notamment, voilà, on voit, je reviens sur le décès de Daniel Millot, mais on a des élus qui sont très présents, qui sont très investis, mais on a aussi des cycles de renouvellement des élus, de renouvellement des équipes. Et voilà, ça c'est important d'avoir une démarche de long terme. Donc structurer la gouvernance, le pilotage, améliorer aussi cette perception de cette trame écologique autour des plaines de la Scarpe et de l'Escaut, et cette prise en compte du bassin de vie transfrontalier. Ça, c'est finalement quelque chose qu'on se rend compte, c'est à nous en tant que parc naturel de défendre et d'améliorer la visibilité de ce territoire pour que les enjeux et les solutions apportées soient vraiment adaptés. Écrire notre stratégie commune, renforcer, j'ai presque fini, renforcer notre rôle d'assemblier, notamment toujours avec ce sujet de l'eau et de la forêt, qui est vraiment sans doute les priorités qu'on se donne par rapport à la caractéristique de notre territoire. Et puis aussi la coopération transfrontalière et la création du GECT, c'est sans doute aussi une manière de renforcer notre place, et de prendre une place pour continuer à expérimenter, notamment avec des enjeux d'envergure autour de l'adaptation au changement climatique, notamment. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir peut-être démontrer la plus-value avec le GECT de l'expérimentation pour bénéficier au développement et au projet de territoire de façon plus large. Voilà ce que j'avais préparé comme support. Est-ce que ça correspond en termes de timing? Merci beaucoup, Elise. C'est très, très bien. Je te remercie beaucoup.
Alors, vite, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat pendant que je vous explique comment on va continuer. Alors, on fera 5 minutes de pause. Vraiment vite, juste pour vraiment changer un peu la position. Et on se retrouve dans 5 minutes pour être partagé en groupe. J'ai mis dans le chat un lien. Ce lien sera ce que vous allez utiliser pour répondre aux questions. Donc, c'est comment qu'on va travailler. Vous allez vous retrouver après la pause dans divers groupes. Chacun de vous devra discuter sur la question de ce groupe-là. Et vous allez ensemble identifier 3 réponses clés pour les deux, qui sont un peu en commun sur les 2 sujets, sur les 2 histoires qu'on a trouvées. Vous allez voir dans le document, c'est déjà marqué. Donc, vous allez travailler sur la partie c'est un seul document pour tout le monde. C'est à vous de vous organiser dans le groupe. On est tous très habitués à s'organiser dans les groupes comme ça. Donc, ce n'est pas à nous de décider qui va faire quoi. Juste sachez qu'après, on aura 15 minutes pour la discussion en groupe et après, vous allez faire juste une brève présentation des résultats de votre discussion et après, on va continuer la discussion plus en général sur le rôle d'Europarc et de la Fédération des parcs françaises. Donc, sur ça, on voudra continuer la discussion en plénière aussi. Donc, 5 minutes, on se voit, donc c'est moins 10 chez moi, donc à moins 5, on se retrouve ici. Et pour être partagé en groupe séparé. OK? D'accord? Question, doute, ça va? J'étais claire pour tous? Parfait. OK. OK, bonne pause. À tout de suite. OK, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est là? Vous pouvez me confirmer s'il y a encore des gens dans les groupes? 8 secondes. C'est vrai qu'on a... Le temps n'est jamais assez pour parler, mais bon, j'espère que vous avez... Trop difficile le rapatriement. C'était brutal. Brutal. Oui, hein, désolé alors que le système a coupé d'une façon dure. C'était trop court. Parce qu'on sait déjà qu'on va passer un peu les 2 heures qu'on avait prévues. Alors, vite, le premier groupe, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous très rapidement? Alors, nous, ça a été assez court, donc on n'a pas fait le tour de tous les défis, mais bon, parmi ceux qui sont ressortis, un premier grand défi, ce serait celui des habitants. Finalement, donc, qui est d'arriver à concilier les activités humaines, la densité de population et en même temps la protection des espaces naturels. Donc, en solution qui a été proposée, c'est de développer le sentiment d'appartenance et donc en travaillant plus sur la sensibilisation et dépasser aussi l'information pour aller sur des nouveaux formats de mobilisation pour que les habitants soient impliqués dans leur protection des patrimoines naturels. Et le Portugal, donc, on avait 2 représentants dans notre groupe,
a parlé aussi des populations des habitants, mais sous un autre axe. Finalement, on tournait beaucoup autour des espaces habités, du problème de départ des populations, désertification des zones rurales, et donc comment on peut garder nos populations dans ces espaces-là. Et eux, en solution, ils sont en train de tester une série de webinaires réguliers, notamment autour de ces espaces et comment on les habite. Et le troisième, finalement, c'est donc avec Isidore, qui était pour l'UICN Burkina Faso et espace frontalier, de se dire il était surpris de la capacité de surveillance d'un espace, donc parce que la Suisse et l'Italie ont présenté une toute petite équipe de 1 garde ou 6 gardes de l'autre côté de la frontière, alors qu'eux, ils soulignent les besoins forts au niveau des espaces protégés en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, du braconnage, extraction de bois illégal ou des ressources. Et donc de se dire que pour comment cohabiter mieux entre espaces à protéger et communautés locales, soit avec un recrutement de personnel à la hauteur des besoins, mais aussi en travaillant sur l'adhésion des communautés. Donc c'est un peu les points qu'on a sortis. Super, merci beaucoup. On va écouter le deuxième groupe. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Oui, bonjour. Alors moi, je ne suis pas du tout experte de tout ça, donc je vais essayer de relayer les messages clés le mieux possible. En fait, on s'est un peu mis d'accord pour dire que le déclic, c'est le désir de faire plus, d'aller plus loin. Donc, il y a déjà une coopération existante depuis des années et ça continue. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement, mais au bout d'un moment, il y a cette volonté de passer, disons, au stade supérieur et d'avoir cette structure formelle qui permet ensuite d'avoir des ressources qui sont plus certaines et puis d'avoir une certaine obligation à coopérer qui veut dire que même si les personnes changent, la coopération peut continuer. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a noté et je pense qu'il y a eu pas mal de commentaires autour de disons, l'importance des relations qui se forment et des personnes, mais voilà, ça ne peut pas dépendre que de ces personnes-là parce que certaines personnes vont ensuite vers d'autres horizons. Donc voilà, d'avoir cette formalisation de la coopération, ça permet effectivement de la rendre pérenne sur le temps long pour qu'il y ait cette continuité d'action plus poussée, plus formelle que simplement des idées, des projets, disons, ponctuels. Voilà. Super, très bien. Est-ce que quelqu'un super rapidement ajouter quelque chose? Il peut le faire dans le chat à propos des deux questions qui peut-être n'étaient pas là et a noté quelque chose de très intéressant qu'il voudrait partager, il peut le mettre dans le chat. Et entre-temps, on va écouter qu'est-ce qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on peut partager pour le moment sur le rôle d'Europarc. Éric, je ne sais pas si tu as envie de le faire. Oui, donc nous, il y a 3 points qui ont été identifiés. Le premier, c'est que Europarc peut apporter une reconnaissance institutionnelle aux différentes coopérations qui peuvent prendre différentes formes et du coup, ça donne une sorte de crédibilité ou d'envie de faire plus au territoire. En tout cas, c'est une reconnaissance institutionnelle sur laquelle les projets peuvent potentiellement s'appuyer, qui a été d'ailleurs illustrée cet après-midi. La deuxième, bien sûr, c'est la force du réseau et son animation, y compris permettant à des parcs qui coopèrent avec des pays voisins d'aller au-delà de ces pays pour rencontrer d'autres territoires de coopération comme on le fait aujourd'hui et échanger les bonnes pratiques. Et le dernier, c'est plutôt un rôle d'amélioration continue des pratiques et des savoir-faire au sein des différentes équipes. On a identifié différents sujets sur lesquels on pense que on pourrait mettre des focus lors de rencontres entre parcs transfrontaliers. On a parlé, par exemple, des questions de gouvernance. Comme l'a dit Mathieu, la coopération, c'est aussi une commande publique. Il faut que les élus soient engagés, motivés. Et donc, il y a un enjeu de faire vivre les instances et avec une demande d'avoir des exemples, si possible, un peu chiffrés, assez simples à appréhender sur le nombre de réunions par an, qui se rencontrent, quelle fréquence, quels sont les sujets. La deuxième question qui revient sans arrêt, c'est la question des moyens humains. Comment les équipes s'organisent, de quelle ingénierie ils disposent, quelles sont les limites aussi de l'ingénierie existante, quelles sont les limites parfois de la reconnaissance de leurs compétences. Là, pareil, identifier les bonnes pratiques pour connaître
arriver par exemple à quantifier le niveau d'ingénierie socle dont on a besoin pour entretenir une coopération dans le temps, en dehors des projets eux-mêmes, hein, mais vraiment de faire vivre, on va dire, le socle de la coopération. Et le dernier, bien sûr, c'est comme toujours, hein, le financement, comment soutenir les territoires qui souhaitent coopérer dans la recherche de financement, faire du lobby pour qu'on sache que ces territoires existent et sont pertinents pour monter des programmes, voire pour les aider éventuellement au montage de dossiers. Parfait. Voilà. Super, merci beaucoup Eric. Merci aussi pour avoir été disponible à prendre notre note. Et juste pour vous ajouter que justement dans le programme d'Europarc, c'est exactement ça. Donc, on a toute une série d'indicateurs pour évaluer le niveau de coopération en sachant que chaque réalité est différente. Donc, il faut en tout cas toujours regarder la réalité, mais il y a des indications là-dessus. Combien de réunions, comment, et toute une série d'autres choses. Donc, c'est vraiment ça, ça fait partie du soutien technique du programme. Alors, je voudrais vraiment 2-3 minutes continuer la discussion sur le rôle d'Europarc, parce que pour nous, c'est très important de recevoir vos suggestions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Aussi, non, vous pouvez aussi ajouter vos idées sur la chat. Pendant qu'on pense, on respire, on boit. Donc, on laisse un peu quelques minutes aux gens de réfléchir si vous avez des idées que vous voulez partager avec nous. Entre-temps, je dois dire que je suis vraiment contente de voir aussi des participants qui ne sont pas sur le territoire européen au sens strict, comme notre ami du Burkina Faso ou notre collègue de Guyana, qui, bon, c'est France, mais c'est bien sûr une situation assez différente. Donc, on a aussi parlé de la possibilité que des programmes comme ça puissent donner des idées, des supports aussi dans une réalité différente. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose sur Europarc? Vous pensez qu'alors le travail qu'a fait le groupe était suffisant? Vous êtes tous d'accord? Je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Ouais. Nous, on voit l'intérêt en Scarpesco que Europarc puisse aider à aborder une échelle européenne qui est essentielle, mais en tant que territoire local, en fait, on a du mal à accéder voilà, aux instances de l'État. Donc, bon, je dis ça, j'ai bien vu Elisabeth Baudy de l'Adréal qui participe, mais je pense que cette articulation des différentes échelles d'acteurs, elle est difficilement accessible quand on est dans le local et qu'on essaye déjà de se focaliser sur des actions concrètes avec des résultats pour les habitants, etc. Et finalement, je pense que dans cette... Alors, est-ce que c'est sans doute dans le rôle sur la mise en réseau, mais je pense que ça va plus loin que la mise en réseau, c'est l'implication pour dépasser le niveau local et peut-être avoir un renfort en termes de support institutionnel sur des discussions qui concernent les États, qui concernent des directives européennes, de la réglementation. Et ça, je pense que, en tout cas, nous, c'est vraiment quelque chose que l'on vise aujourd'hui avec le GECT. Et voilà, donc on en est au début des discussions sur cet aspect-là, Stéphania, mais oui. En tout cas, c'est une perspective. Tout à fait. Et je vous rappelle aussi que le dialogue avec l'Union européenne, pour nous, est très essentiel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la réunion qu'on a fait cette année sur notre Transpark Net Meeting était avec les participants de la Commission européenne, du Parlement et du Comité des régions. Et on a beaucoup parlé de la possibilité de supporter
d'être supportés dans notre travail. Et bien sûr aussi, toutes les questions que Elisa vient de dire sont très importantes pour nous. Est-ce que quelqu'un d'autre? Sinon, je veux faire la dernière question. Tout simplement, qu'est-ce que vous... Oh, pardon. Il y a une question dans le chat de Isidore qui Oui, demande... justement, voilà, merci beaucoup. Donc, oui, les indicateurs, c'est tout un paquet qui fait partie du programme et le programme est malheureusement réservé aux membres qui veulent entrer dans le programme. Donc, je peux en parler en général, mais si on veut vraiment entrer dans les détails, il faut être membre d'Europarc et être aussi candidat à la certification. Je suis désolée parce que je me rends compte que c'est une réponse un peu limitée, mais ça fait un peu partie des services qu'Europarc offre aux membres. Donc, il faut faire de toute façon une certaine... comment dirais-je, discrimination positive pour nos membres parce qu'ils nous payent des cotisations. Donc, il faut bien sûr les remercier avec des services. OK, merci pour encore Élise. Alors, vraiment un tour comme ça, si quelqu'un veut partager ça, qu'est-ce que vous allez amener chez vous après cette rencontre? Et si vous permettez, je voudrais demander à Arnaud de nous dire, parce qu'Arnaud avait envie d'avoir un peu plus de temps pour présenter sa propre expérience. On n'a pas trop, mais Arnaud, qu'est-ce que tu vas retenir après cette journée? Oui, donc bonjour à tous. Je suis directeur adjoint du parc amazonien de Guyane, qui est un parc, ça fait partie ce qu'on appelle les méga-aires protégées, la taille du parc. Donc la Guyane, qui est un département d'outre-mer, donc un territoire français qui se trouve au nord de l'Amérique du Sud. Et donc le parc amazonien, c'est la taille de la Belgique, pour vous donner une idée de la taille de ce parc national. Donc nous on a initié des coopérations avec les pays voisins avec de multiples difficultés de langue, puisque voilà, on parle portugais au Brésil, français en Guyane, néerlandais au Suriname, anglais au Guyana, espagnol au Venezuela et en Colombie. Les délais de voyage au sein de la zone sont extrêmement... voilà, c'est très compliqué de circuler. Et puis, on a aussi voilà, des contextes institutionnels très différents avec un territoire français, avec ce que ça suppose aussi d'aisance financière aussi par rapport aux pays voisins. Et ce que je retiens, moi, du coup, d'Europarc, c'est finalement le cadre que ça amène en termes de méthodologie, de reconnaissance. Donc, je ne sais pas si c'est directement transposable, mais c'est vrai que la coopération repose souvent sur des personnes, des envies, des initiatives, et c'est pas toujours pérenne, ça a été dit ce matin. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est l'intérêt d'avoir une certification, d'avoir une démarche, d'avoir un réseau. Je pense que ce sont des dispositifs qui sont structurants et qui facilitent en fait la pérennisation de ces démarches de coopération. Merci. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Et quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'il s'amène chez lui après ces 2 heures de discussion? Qu'est-ce qu'il peut appliquer sur son terrain? Alors, je vais le demander à Isidore et après, on va fermer. Je laisse la parole à Mathieu pour les derniers remerciements. Isidore, à toi. OK. Bon, moi, j'ai retenu beaucoup de choses, mais le plus important pour moi, c'est pour ça que je demandais un peu les indicateurs tout à l'heure. Je n'ai pas su, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs initiatives de gestion transfrontalière, aussi bien dans les écosystèmes terrestres que les écosystèmes marins, mais il n'y a pas une organisation comme Europarc qui véritablement est une instance de reconnaissance ou de certification
de ces initiatives, des initiatives transfrontalières et de coopération. Donc, je vois que véritablement, c'est quelque chose de très important pour, non seulement ça permet donc de reconnaître et de donner un label à ces initiatives, mais également d'offrir des opportunités, parce que des opportunités donc en tout cas de financement et beaucoup d'autres opportunités. Donc, je vois que c'est quelque chose de tout nouveau que moi j'ai vu, qui n'existe pas, qui est absent, en tout cas dans notre région, et c'est quelque chose à laquelle nous devons véritablement réfléchir pour véritablement booster la collaboration transfrontalière. Merci. Super, merci Isidore, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et il faut toujours imaginer dans le futur des possibilités de collaboration ou avec Europarc, aussi parmi des parcs qui peut-être déjà travaillent en Afrique avec des coopérations, des projets de coopération, je ne sais pas. Donc, on peut imaginer plusieurs choses pour le futur et on espère bien sûr qu'on va se revoir dans le groupe IUCN sûrement. Okay. Alors, merci beaucoup. De ma part, avant de donner la parole à Mathieu pour fermer la journée, je vous remercie vraiment beaucoup. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'organiser des webinaires parce que ça me donne la possibilité de rencontrer mes collègues un peu partout, de recevoir beaucoup de suggestions et d'indications, et j'espère que vous avez trouvé l'initiative intéressante. Et en tout cas, vous allez recevoir tout de suite dans votre boîte email un lien pour l'évaluation de cette initiative, parce que nous, on demande toujours vos opinions pour améliorer, bien sûr. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, avec tout le monde. Mathieu, à toi. Merci, merci Stéphania. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Isidore. Je trouve que c'est très bien, voilà. Parce qu'en fait, c'était vraiment ça l'idée, c'est d'avoir à la fois une plateforme d'échange entre nous, hein, de passer un moment ensemble pour se poser des questions, y amener des réponses, identifier un certain nombre de partenaires futurs. Et c'est aussi donner envie d'eux, voilà, donner envie de faire. Je l'ai dit tout à l'heure quand on était un petit groupe, rassurer aussi celles et ceux qui veulent s'engager dans des coopérations, parce que c'est pas facile, hein, c'est une démarche qui suppose de réunir plein de conditions et entre autres de l'énergie. Et je crois que c'est le message, hein, qui a été passé, hein, de la volonté. Et je pense que nous en avons toutes et tous. Et donc, je voulais vous remercier, hein, pour ce moment passé ensemble, hein, votre présence et vos contributions. Merci à la Fédération des parcs, merci à l'équipe, à Eric, à Cathy, et merci à Europarc et merci à Stéphania de nous avoir permis de passer ce moment ensemble. Et merci à mes collègues aussi d'Europarc. Oui, alors je les vois pas tous. Non, c'est moi qui m'a oublié, ouais, mais et Maëster, Isa, très important. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Andreas, et Elise et Cathy, si vous voulez, on se voit après. Je vous envoie un petit mail, un petit lien, comme ça. Ça marche. Très bien. On échange un peu nos impressions. OK. Au revoir à tous. Au revoir.